Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres de l'actualité. En sport, le FC Port renverse l'hégémonie d'Artas Larsat et soulève la 24e édition de la Coupe de Djibouti. Dans l'actualité internationale, ces échanges d'accusations entre l'Inde et le Pakistan sur ces violations de cessez-le-feu. C'était les titres. Place au développement et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant du ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf dans lequel l'ensemble des pèlerins sont informés des horaires de se présenter à l'aéroport pour le vol à destination de Médine. Deuxième vol est prévu pour mardi 13 mai à 11 heures. Troisième vol prévu pour dimanche 18 mai 2025 à 5 heures. Et enfin le quatrième vol pour le jeudi 22 mai 2025 à 5 heures. Nous rappelons donc à chaque pèlerin qui doit se munir impérativement de son passeport, de son badge d'identification et de l'ensemble de ses documents de voyage. Respectez également le poids des bagages autorisé, conserver sur soi les médicaments nécessaires en cas de maladie. Le ministère des Affaires musulmanes remercie d'avance les futurs pèlerins pour leur collaboration et donc demande que les futurs pèlerins soient ponctuels. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en étroite collaboration avec le secrétariat d'État, secrétariat général du gouvernement et de l'ambassade du Royaume-Uni à Djibouti, a organisé ce matin une initiative de formation d'envergure visant à moderniser et renforcer les pratiques d'archivage au sein de l'administration djiboutienne. Cette série de sessions qui se déroule du 11 au 15 mai à l'Auditorium des Archives nationales aborde à la fois les méthodes traditionnelles de gestion documentaire et les enjeux également cruciaux de l'archivage numérique. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assaoui, a vu la participation du directeur général de l'ANC, Moussafa Mohamed Ismail, le directeur général de l'ANPC, M. Mohamed Hussein, ainsi que de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion, de conservation et de valorisation de nos archives nationales, vise également à promouvoir des standards professionnels modernes efficaces dans le traitement documentaire et l'organisation des différents fonds d'archives. Et à cet effet, nous vous proposons de suivre l'intervention de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti. C'est un plaisir d'être ici ce matin au début de ce que sera une semaine productive et progressive de partage d'expertise entre les archives nationales du Royaume-Uni et le secrétariat général du gouvernement. J'ai personnellement bénéficié de la merveilleuse expertise des archives nationales, notamment grâce au travail de la Dr Juliette Desplat. Il y a 2 ans, avant de venir à Djibouti, j'ai passé du temps aux archives nationales à rechercher nos documents historiques sur Djibouti. Juliette m'a aidé à les retrouver. Pendant que j'étais là, nous avons trouvé les dossiers de la visite de son Excellence, le président Guelleh, à Londres en 1981 et 1983, en tant que conseiller du Premier ministre djiboutien de l'époque. C'était merveilleux de lire comment mon gouvernement avait accueilli cette délégation VIP djiboutienne et les réunions qu'il avait eues. Lorsque je suis ensuite venu présenter mes lettres de créance à son Excellence, j'ai pu mentionner cette visite et nous avons discuté de ses souvenirs d'aller au théâtre lors de cette visite. S'appuyer sur ces informations historiques dans les archives a contribué à créer une première impression positive
et établir un lien entre nos deux pays. Et poursuivant la série des interventions, le directeur général de l'ANPC a indiqué que cette formation revêt une importance cruciale dans la valorisation de notre patrimoine national. Je vous souhaite la bienvenue au sein de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, précisément dans les locaux de notre département des Archives nationales, qui a l'honneur d'abriter cette formation dédiée aux pratiques archivistiques modernes. Cette initiative, portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en partenariat avec le secrétariat général du gouvernement et l'ambassade du Royaume-Uni, revêt une importance capitale pour notre nation. Elle témoigne de notre engagement collectif à préserver la mémoire administrative et collective de Djibouti, tout en nous dotant des outils nécessaires pour répondre aux défis de l'ère numérique. Durant cette semaine, vous aurez l'opportunité d'échanger avec des experts des Archives nationales britanniques, de découvrir des projets réussis et de renforcer vos compétences en matière d'archivage, notamment à travers des ateliers pratiques. Je tiens à remercier nos partenaires, en particulier les Archives nationales du Royaume-Uni, pour leur précieux soutien. Autre intervention que nous vous proposions de suivre, c'est celle du directeur général de l'ANC, M. Mohamed Hussein. La formation qui débute aujourd'hui vient renforcer cette dynamique. Elle permettra aux professionnels en charge de la gestion documentaire, archivistique, documentaliste, de se familiariser avec des pratiques éprouvées, alignées sur les standards internationaux. En ce sens, la collaboration avec les Archives nationales d'Angleterre, institution de renommée mondiale, constitue une opportunité précieuse d'enrichissement et de montée en compétences. Je souhaite à ce titre adresser mes remerciements les plus sincères à son Excellence l'ambassadeur du Royaume-Uni pour l'appui apporté à cette initiative. Ce partenariat exemplaire reflète l'excellence de la coopération entre nos deux pays et notre engagement commun en faveur du renforcement des capacités et de la modernisation de nos institutions. Je salue également l'engagement du ministère de la Culture, du secrétariat général du gouvernement, acteurs clés de cette démarche, ainsi que l'ensemble des parties prenantes mobilisées. L'organisation rigoureuse de cette session, depuis la mise à disposition jusqu'aux moyens pédagogiques et logistiques mobilisés, témoigne de la volonté collective de garantir des conditions optimales d'apprentissage. Clôturant la série des interventions, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités professionnelles en matière de gestion, de préservation du patrimoine documentaire et de modernisation des pratiques archivistiques au sein de l'administration publique. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer officiellement cette semaine de formation sur les pratiques archivistiques organisée par le département ministériel en charge de la culture en collaboration avec le secrétariat général du gouvernement et avec l'appui de l'ambassade d'Angleterre. Les archives sont bien plus que de simples documents. Elles constituent la mémoire vivante de notre nation, un patrimoine qui doit être préservé et valorisé pour les générations futures. Dans un monde en constante évolution, où les numériques transforment nos modes de travail, il est impératif d'adapter nos méthodes pour garantir l'accessibilité et la pérennité de ces précieuses ressources. Cette formation qui réunit aujourd'hui plus d'une centaine des professionnels issus de tous les départements ministériels et des administrations publiques est une étape clé dans cette démarche, grâce aux interventions de nos professionnels multidisciplinaires et experts internationaux,
notamment donc, qui nous viennent du Royaume-Uni, vous explorerez des concepts fondamentaux qui reposent sur une politique claire, des procédures précises, un cadre légal solide et une organisation. Vous allez passer en revue des outils innovants et des bonnes pratiques en matière d'archivage physique et numérique qui renforceront sans nul doute vos compétences et vos capacités. Je tiens à féliciter les institutions directement engagées et leurs équipes techniques pour le travail collaboratif constant et les résultats conséquents atteints jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi tous nos partenaires, comme l'ambassade du Royaume-Uni, dont le soutien a été déterminant dans la réalisation de cette formation certifiante. Enfin, je souhaite vous encourager, chers tous, chers participants, à tirer le meilleur parti de cette semaine. Votre engagement est un levier essentiel pour sauvegarder nos archives, moderniser nos institutions et renforcer la transparence administrative, conformément à la vision éclairée du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Aujourd'hui, nous exécutons aussi ces instructions, ce qu'il faut accorder une attention particulière, que les échanges de cette formation soient riches en enseignements et fructueux en nouvelles perspectives pour notre pays. Dans le reste de l'actualité, il y a cet atelier de formation, le Global Diaspora Djibouti, la principale association de la diaspora djiboutienne, en collaboration avec le ministère en charge de la décentralisation de l'AIMF, association d'impact diaspora, et le bureau de l'OIM à Djibouti ont tenu un atelier de formation de 2 jours au Kempinski. Cette initiative a pour objectif de créer un réseau solide où chacun pourra contribuer à son échelle au développement du pays. Au cours de cet événement, des panels aspirants ont permis d'aborder des thématiques clés telles que l'investissement, la mobilisation de l'épargne, la diaspora, réunissant les banques locales, la Banque centrale des investissements venus de Suède, qui ont présenté la qualité de leur habitation solaire et biochimique, ainsi affirmé leur volonté d'investir durablement à Djibouti l'accès à l'eau dans les sous-localités et les chefs-lieux, ainsi que le développement du secteur primaire tel que l'agriculture, l'élevage et la pêche. La structure également de régulation des transports urbains, sans oublier la gestion des infrastructures économiques régionales, la promotion du tourisme et de l'artisanat, l'entretien de routes et la gestion des déchets dans un mode bienvenu. M. Hassan Hussein a remercié le président de la République ainsi que la première dame pour leur contribution en faveur du soutien de la diaspora. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, à son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, ainsi qu'à Madame la Première Dame, Madame Kadra Mohamed Haïd, dont leur soutien constant permet à la diaspora de jouer pleinement son rôle dans l'essor de notre nation. Que cet atelier soit un espace d'échange fructueux et de collaboration prometteuse. Je vous souhaite à tous une excellente séance de travail. Je vous remercie. De son côté, la directrice du développement territorial, Mme Ferdousa Ahmed, a indiqué que cet atelier pose le jalon d'une solide collaboration entre les autorités territoriales et la diaspora djiboutienne. Le ministère délégué chargé de la décentralisation, avec à sa tête son Excellence Qassim Haroun Ali, se réjouit justement de poser le socle de cette collaboration. En effet, Djibouti, et en particulier nos collectivités locales, se doivent de travailler avec l'ensemble des acteurs pour atteindre le développement auquel ils aspirent. Et quoi de mieux donc de travailler avec nos compatriotes de la diaspora. Cet atelier vise à assurer cette jonction, mais aussi vise à poser, à établir, à nourrir la réflexion stratégique sur la mobilisation de la diaspora djiboutienne
dans le développement national à travers leur interaction avec les collectivités locales, que ce soit à travers des transferts de fonds, des transferts de compétences, de savoir-faire, d'expérience ou autres. Il est important que nous puissions établir des canaux de communication efficaces entre les collectivités locales, les autorités locales et la diaspora djiboutienne. Dans une réaction, enfin, l'ambassadeur Guélé Idriss Amar, directeur des relations multilatérales, a indiqué que cet atelier témoigne d'une réelle approche entre le gouvernement et la diaspora facilitée par l'ONG GDD, principale association de la diaspora djiboutienne présidée par M. Hassan Hussein. La contribution de la diaspora djiboutienne est le fruit d'une tournée dans plusieurs villes d'Europe et il a dit qu'il était très heureux aujourd'hui d'être parmi eux, la diaspora que nous avons rencontré, a-t-il indiqué, décidé d'investir dans leur pays, a-t-il indiqué en substance. En sport, je vous le disais dans les titres, la Fédération djiboutienne de football a organisé la finale tant attendue de la saison 2024 de la Coupe de Djibouti, un événement marquant dans le calendrier sportif national. Cette année, deux clubs prestigieux se sont affrontés pour décrocher le titre de champion. Artel Solar 7, plus titré des dernières saisons, et le FC Port qui n'avait plus remporté la coupe depuis 2013. Le match d'une grande intensité et d'un niveau élevé a vu que le FC Port s'est imposé par 1-0 et qui est devenu le nouveau champion. Et place cette fois à cette cérémonie de remise des trophées, ces distinctions qui ont été remises aux champions et aux vice-champions, à l'arbitre de la rencontre ainsi qu'aux meilleurs joueurs du match, saluant ainsi l'excellence et l'engagement de tous les acteurs de cette finale mémorable. Finalement, les arbitres, le vice-champion ainsi que l'équipe championne ont reçu des trophées de la part du directeur général et par le vice-président du club. Lors de cette saison, le FC Port a enfin renoué avec la victoire, décrochant le prestigieux trophée sous le regard enthousiaste du public, en présence du directeur général du Port venu soutenir ses joueurs. Nous nous réjouissons de l'organisation de cette finale qui est l'édition 2024, qui aujourd'hui s'est tenue au CTN, qui s'est très bien passée. On est vraiment très content de cette organisation et du public qui est venu assister à cette finale. S'il y a quelque chose qu'il faut soulever, c'est la présence du directeur général du port DMP, du port de Doralé, qui est venu aujourd'hui donner main forte à son équipe. Et heureusement, l'équipe du port a gagné ce match et c'est une très bonne chose. Cela témoigne de beaucoup de choses, de l'accompagnement, mais aussi du soutien de l'administration du port de Doralé de Djibouti. Je remercie la présence de tout le monde. Je remercie aussi les organisateurs de loin ou de près, ceux qui ont de loin ou de près ont pris part à cet événement qui s'est très bien réalisé. Le tournoi interministériel bat son plein dans le cadre de la compétition interministérielle. 2 rencontres étaient au programme. Le premier match a opposé le ministère de la Femme et de la Famille au ministère de l'Économie et des Finances. Ce dernier a concédé la victoire par forfait au ministère de la Femme et de la Famille. Le deuxième affrontement a vu s'opposer le ministère de l'Énergie au ministère de la Solidarité. Le ministère de l'Énergie a donc remporté le match sur le score de 3-2. La compétition interministérielle ne se limite pas à une simple série de matchs. Elle revêt également une grande importance pour l'ensemble
des participants. Autre compétition, cette fois la fédération djiboutienne de Van Vodao a marqué la fin de la saison 2024-2025. Et ce par une cérémonie haute en couleurs organisée au complexe sportif de la cité Nassib, 3 ans après l'introduction de cet art martial vietnamien à Djibouti. La discipline continue de séduire la jeunesse avec des clubs actifs tant à Djibouti-Ville que dans les régions de l'intérieur. Lors de cet événement, les jeunes pratiquants ont présenté une série de démonstrations techniques mettant en valeur le kataas et les techniques de self-défense et le jeu de cercle du feu emblématique du Van Vodao. Ces performances ont illustré la rigueur, la discipline et la richesse technique de cet art martial. La clôture de la saison a été marquée par une remise de grade, récompensant ainsi les efforts et la progression des pratiquants tout au long de l'année. Cette initiative souligne également l'engagement continu de la fédération à promouvoir le développement de cet art martial en mettant l'accent sur la formation, la discipline, l'inclusion des jeunes dans les activités sportives. Le président de la fédération, donc M. Moussafa Mahamad, a pris la parole pour saluer l'engagement des clubs et des jeunes pratiquants venus des différentes régions du pays. Le colonel Wahes Omar Boghoré a eu l'honneur d'accueillir au camp de Doralé le contre-amiral Michael Puntokovaski, commandant de la force de l'opération Enavor Aspi dans Mer Rouge dans le cadre de sa visite de travail en République de Djibouti. À cette occasion, le colonel Wahes Omar Boghoré a présenté à la délégation les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte. Cette présentation a donné lieu à un échange approfondi au cours duquel les deux parties ont partagé leur expérience en matière de sécurité maritime et d'aborder également plusieurs enjeux liés à la sécurité, la sûreté maritime dans la région de la mer Rouge, mais également du détroit de Bab el-Mandab et du golfe d'Aden. Quant au contre-amiral, il a souligné l'importance cruciale du rôle joué par Djibouti et des gardes-côtes djiboutiennes pour la sécurisation du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandab. Il a également salué les performances remarquables réalisées par cette institution depuis sa création. Cette visite s'est achevée par un échange de cadeaux et une photo de groupe, marquant ainsi la fin de cette rencontre mémorable. La 4e conférence ministérielle du système régional intégré d'alerte précoce multirisque s'est tenue du 7 au 10 de ce mois au Sri Lanka. Une délégation composée de M. Mahmoud Yacoub, conseiller technique, et de M. Hassan Ahmed Ibrahim, et ingénieur Mohamed Ismail Nour, directeur de l'Agence nationale de la météorologie, ont participé à cette conférence visant à renforcer les capacités des services de météorologie nationaux et à maximiser également les retombées socio-économiques de ces avancées. Le but étant de cette conférence pour le pays et les hauts responsables ministériels de débattre pour un engagement collectif en faveur de la mise en œuvre d'un plan directeur RIMES 2026-2030 à l'aide de déclarations ministérielles face à l'évolution constante des risques des technologies. Et place cette fois à notre grand format qui est axé ce soir sur l'économie Orange. L'Inde, avec sa puissante industrie du film, a montré comment on pouvait transformer la créativité en un moteur économique. Mais Mohamed nous en dit plus.
Dans le réanimé des Mumbai, au cœur de studios bondés des Bokota ou dans les salles d'écriture parisiennes. Quelque chose est en train de changer. Derrière les écrans, le plateau de tournage et le scène des concerts, une nouvelle économie prend lentement mais sûrement le pouvoir. L'économie orange. Ce n'est pas celle de Zizi ni des grandes surfaces. C'est là, elle s'est construite à coup d'idées, de rêves, de culture et des passions. Elle repose sur la créativité humaine, cette force qu'on ne peut ni mesurer exactement ni remplacer par une machine. Et pourtant, elle génère de l'argent, crée des emplois, fait voyager le imaginaire et redonne vie aux villes. À l'occasion du récent World Audiovisual and Entertainment Summit, organisé à Mumbai, de milliers de professionnels venus du monde entier ont partagé leur vision, leurs réussites, leurs défis aussi. On y parle cinéma, bien sûr, mais aussi séries web, jeux vidéo, contenu court, réalité virtuelle. Bref, tout ce qui aujourd'hui captive nos regards, nos émotions et notre attention. L'Inde, avec sa puissante industrie du film, a montré comment on pouvait transformer la créativité en moteur économique. Le pays mise gros sur ses artistes, ses techniciens, ses conteurs d'histoire, convaincus que le futur passe aussi par là. Et ce n'est pas un hasard si Bollywood attire autant de regards du monde entier. Ailleurs, en Colombie, c'est carrément un modèle national qui s'est construit autour de l'économie orange. Là-bas, on ne voit plus la culture comme une dépense, mais comme un investissement. Des politiques publiques au soutien direct aux artistes, tout est fait pour valoriser ces trésors vivants qu'est la création locale. Même en Afrique, où le talent foisonne, mais manque souvent des moyens, des initiatives émergent. Des grands groupes comme Orange commencent à jouer leur rôle en accompagnant ces jeunes qui veulent raconter leur histoire, créer leurs applications, produire leur musique sans avoir à quitter leur pays. L'économie orange, c'est finalement ça, croire derrière chaque idée, il y a une opportunité, que la beauté, le talent, la diversité peuvent aussi faire tourner l'économie, pas seulement les machines, le marchandise ou les algorithmes. Et si on y pense bien, ce n'est pas juste une autre façon de faire de l'argent, mais c'est une autre manière de voir le monde. Dans l'actualité régionale, cette fois, la capitale somalienne Mogadiscio a été durement touchée par des violentes pluies qui ont provoqué des inondations soudaines, causant la mort d'au moins 7 personnes et endommageant plusieurs infrastructures clés selon les autorités locales. La Somalie fait face depuis des années à des chocs climatiques extrêmes, entre longues périodes de sécheresse et fortes pluies provoquant des inondations destructrices. Le ministère de l'Énergie et de l'Eau a rapporté plus de 115 mm de pluie enregistrée en 8 heures dans la capitale et alerte sur un risque accru de crues soudaines et d'autres régions du pays. Dans l'actualité internationale, je vous le disais dans les titres, nouvelle montée de tensions au Cachemire, échange d'accusations entre l'Inde et le Pakistan sur ces violations de cessez-le-feu. Le Pakistan et l'Inde se sont mutuellement accusés ce samedi de violation de cessez-le-feu récemment conclu sous médiation américaine après 4 jours d'affrontements meurtriers ayant causé la mort de plus de 60 civils. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.